Et donc voilà, l'enregistrement a commencé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence qui s'inscrit dans la semaine régionale Oser changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne, qui a lieu partout en Bretagne, donc du 2 au 8 décembre. Donc pour ce webinaire intitulé Oser la fonction publique, je serai accompagnée de Karine Duhaut, donc comme je le précisais, qui sera à l'interface chat pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le volet conversation et poser vos questions au fur et à mesure de la présentation qui vous sera faite. Et je serai également accompagnée d'Emmanuel Dubois, voilà, qui est à l'interface technique, puisque nous allons vous faire participer sur cette webconférence justement pour recueillir vos avis. Alors pour ma part, je suis Swazik Hubelé-Derniot, donc je suis chargée de mission GPECT pour gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de Wicare et donc je serai l'animatrice de cette, visioconférence. Mais pour rentrer dans les détails sur cette thématique, je serai accompagnée de Nicolas Ramy, donc directeur de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, ainsi que de Anne-Valérie Maillot, donc adjointe au directeur de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, tous les deux rattachés au ministère de l'Intérieur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à cet exercice. Alors, je ne serai pas non plus sans accueillir d'autres personnes qui auront le rôle d'intervenants et de témoins sur différentes questions qui leur seront posées. Donc, sur cette webconférence, nous aurons également Marie-Aude Doison, directrice des ressources humaines au secrétariat pour l'administration du ministère de l'Intérieur, communément connue pour SGAMI. Donc, bonjour, Madame Doison. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu des questions concernant la fonction publique et votre ministère. Je serai également accompagnée de Monsieur De Vitas, responsable emploi du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, communément appelé le CDG 35. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et donc, David Potier, qui va nous rejoindre, mais je crois, qu'il est présent. Bonjour, monsieur Potier, vous êtes directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Guillaume-Régnier à Rennes. Oui, bonjour, excusez-moi pour mon retard. Vous êtes pile à l'heure, puisque le tour de table vient de s'achever autour des intervenants. Donc, avant de laisser la parole à Monsieur Ramy et Madame Maillot, et sur leurs propositions d'ailleurs, nous vous proposons donc en tant que participants de pouvoir suivre le lien qui va vous être proposé à l'écran et sur le volet de conversation pour pouvoir répondre à des questions et ainsi pouvoir recueillir vos avis concernant la fonction publique. Donc, je laisse le temps à Emmanuel Dubois de pouvoir vous proposer l'interface. Donc, vous allez pouvoir vous connecter donc sur le lien qui apparaît. Donc, vous pouvez au choix aller sur WooClap ou bien vous flasher le QR code si vous êtes à proximité d'un téléphone portable. Donc, je vous invite à vous connecter. Voilà, Emmanuel partage le lien, à cliquer sur le lien et puis de pouvoir renseigner à la première question qui va vous apparaître. Donc, quelques minutes peuvent être nécessaires pour que les interfaces s'ouvrent. Et donc, la première question va apparaître. Voilà, WooClap vous invite à patienter. Et donc, je profite de l'initialisation du logiciel pour vous repréciser que vous pouvez tout au long de cette intervention poser vos questions sur le volet de conversation que vous pouvez ouvrir. Karine Duhaut sera à l'interface du chat. Alors, donc je ne sais pas si l'interface fonctionne. Alors là, nous allons faire appel à Emmanuel Dubois, qui est la spécialiste technique sur
Ou clap. Voilà et donc voilà, la première question s'affiche. Donc je vous invite à pouvoir renseigner votre réponse sur, le lien, qui vous est communiqué pour pouvoir justement répondre à cette question d'une manière assez directe. Travailler pour le service public, en un mot, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Que les votes sont lancés. Je n'ai pas noté le code. Alors le code, alors vous avez un code, voilà, qui apparaît en haut, COFPSTP. Donc voilà, on voit plusieurs mots, la sécurité de l'emploi. Alors on voit plus les caractères sont gros, plus, la récurrence des termes employés par les participants, est avérée. Voilà, donc on retrouve des termes, alors ça bouge, on va pouvoir, peut-être laisser encore, 30 secondes pour que les personnes puissent renseigner et puis, ainsi je vais inviter les intervenants à relever les mots principaux pour peut-être, les inclure dans les témoignages qu'ils porteront. Donc peut-être, voilà, on va pouvoir stopper les participations. Merci, de jouer le jeu. Donc on voit au service des autres, hop, au service des autres, donc nous avons participé au bien commun, travailler, sécurité de l'emploi, collectivité, travailler pour l'État, engagement, service. Donc voilà, autant de termes, voilà, qui, je pense, sont familiers aux intervenants. N'hésitez pas à les conserver pour pouvoir, comment dire? Peut-être, les commenter. Donc et on voit aussi la notion du sens et de sécurité. Peut-être pouvons-nous passer à la deuxième question? Alors si on vous dit travailler pour le service public, à quel métier pensez-vous? Alors pareil, on peut se laisser, quelques minutes. Professeur, très bien. Professeur, attaché territorial, enseignant, secrétaire de mairie, policier, greffier. D'accord, donc je laisse les intervenants prendre connaissance, voilà, des noms de métiers. Donc enseignement, chargé d'accueil, infirmière, urbanisme, policier. Très bien, donc on rejoint un petit peu les différents, ministères, donc c'est plutôt intéressant. Donc merci pour, vos contributions, ce qui va permettre aussi peut-être, aux différents intervenants, voilà, de peut-être, compléter cette liste de métiers. Donc en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Je pense que, voilà, les intervenants me rejoindront en disant que, il y a énormément de métiers au sein des différents ministères. Donc, pour ma part, je vais laisser la parole donc, peut-être à monsieur, Ramy et madame Maillot, sur, voilà, une partie un peu présentation avant de passer à une seconde partie de ce webinaire. Bonjour à tous, merci Swazik pour nous avoir passé la parole. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour parler fonction publique, effectivement. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit fonction publique, hein? Donc, on vous a un petit peu testé tout à l'heure. Le but, c'est de découvrir la fonction publique dans ses différents versants, dans ses différents employeurs et métiers, mais aussi vous donner des clés pour y entrer et comment faire pour trouver l'information justement pour aller vers les métiers qui vous plaisent et qui vous intéressent. Et le webinaire se terminera par des témoignages d'employeurs publics. Donc, premièrement, découvrir la fonction publique. Quand on parle de la fonction publique, en fait, cela recouvre une grande diversité d'employeurs et de métiers. Comme vous l'avez vu tout à l'heure et comme vous l'avez dit très justement lors du test, la fonction publique est très variée. Rien qu'en Bretagne, il y a 265 000 agents publics, soit un actif sur 5 qui travaille pour le service public.
et cela dans différentes fonctions publiques. En fait, quand on parle de la fonction publique, il y a 3 versants différents qui recouvrent des environnements professionnels extrêmement variés. Vous avez la fonction publique d'État, qui en Bretagne regroupe plus de 105 000 agents, la fonction publique territoriale, qui regroupe plus de 95 000 agents, et la fonction publique hospitalière, qui regroupe plus de 66 000 agents, presque 67 000. Et donc, dans chaque fonction publique, vous avez des environnements extrêmement différents, des environnements professionnels. Pour l'État, vous trouverez des services déconcentrés extrêmement variés, préfectures, différents services comme les douanes par exemple, mais aussi les établissements scolaires, les musées, etc. Pour la fonction publique territoriale, vous allez travailler auprès de différents employeurs territoriaux, comme les mairies, les communautés de communes, les conseils départementaux. Certains connaissent peut-être les centres communaux d'action sociale, voilà, par exemple, pour donner un exemple de service. Pour l'hospitalier, vous pourrez travailler dans les centres hospitaliers, les hôpitaux locaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux. Donc, vous voyez une très grande diversité d'employeurs publics lorsqu'on parle de fonction publique. Évidemment, derrière tous ces employeurs, il y a aussi une très grande diversité de métiers et que vous avez déjà commencé à citer spontanément. Et justement, vous avez cité des fonctions, des métiers qui appartiennent aux 3 versants de la fonction publique. Vous voyez dans cette description, vous avez des missions en fait très très variées. Vous pouvez travailler pour l'environnement, pour la sécurité, vous aviez parlé de policiers tout à l'heure, pour la justice, vous aviez évoqué les greffiers, les services à la personne. Alors là, ça peut être un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, par exemple. Donc, en fait, quand on dit service public, il y a plus de 1000 métiers qui existent dans la fonction publique. Alors, nous allons vous donner quelques exemples de filières qui recrutent actuellement en Bretagne. On a fait un petit recensement, et notamment, il y a les métiers du numérique. En novembre, il y avait 240 offres d'emploi qui étaient publiées pour les métiers du numérique. Vous avez aussi les métiers de la relation à l'usager. Vous avez évoqué tout à l'heure les maisons France Service, ça fait partie notamment, les mairies aussi ont ce type de métier. Donc les métiers de la relation à l'usager sont extrêmement variés et 192 offres sont disponibles en novembre 2023. Et enfin, les métiers techniques et logistiques qui ne recouvraient pas moins de 648 offres en novembre dernier. Alors, on dit bien sûr diversité des métiers, mais quand on entre dans la fonction publique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un parcours professionnel extrêmement diversifié. On rentre dans un poste, on rentre dans un métier, mais on peut très bien évoluer. Et là, on va laisser la parole à un agent, puisque ce sont les agents qui en parlent le mieux. Alors, le temps que la vidéo se lance. Je suis Faisal Jelil, je suis enseignant dans le secondaire et je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours dans la fonction publique. Je suis rentré à 34 ans dans la fonction publique, assez tardivement finalement, mais avant j'ai eu une carrière dans le privé, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie textile, mais également en tant que chef d'entreprise, dans le domaine de la confiserie et dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Et dans le cadre de ces dernières activités, j'accueillais des jeunes stagiaires dans l'entreprise, et donc je me suis pris au jeu de la transmission. Et quelques années après, j'ai décidé de passer un concours de la fonction publique en tant qu'enseignant que j'ai obtenu, et donc mon premier poste a été enseignant. Quelques années plus tard, plus de 3 ans finalement, donc j'ai postulé à un poste en préfecture, où là j'avais une mission, c'est de m'occuper des quartiers difficiles dans le département du Nord, et donc je travaillais un peu toutes les thématiques, que ce soit l'éducation, la santé, l'économie et le social. Ce qui motive aujourd'hui dans la fonction publique, c'est que j'ai découvert une belle maison, qui est totalement différente de ce que j'ai entendu ou de ce que je peux entendre sur cette administration. Aujourd'hui aussi, je donne un sens à mon métier. C'est être au service des citoyens, être au service des usagers. Il n'y a pas que les conditions financières, il n'y a pas que des conditions matérielles, il y a aussi ce qui est en rapport avec nos valeurs, des valeurs comme la solidarité, comme le partage, et tout ça, ce sont des valeurs que je retrouve dans la fonction publique et qui aujourd'hui me permettent de continuer et de finir aussi peut-être ma carrière dans la fonction publique, dans des métiers différents, parce qu'on peut faire plein de choses dans la fonction publique, on n'est pas cantonné à un poste. Je suis passé d'enseignant à la préfecture, donc 2 ministères différents, mais avec une seule ambition, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux, et moi c'est ça qui m'intéresse dans la fonction publique. On n'est pas cantonné à une position ou à un métier, on peut faire plein de choses, et je le découvre encore tous les jours. Moi, ce que je dirais aux jeunes, osez, faites le pari de la fonction publique. Elle recrute partout en France, et je suis persuadé qu'il y a un métier qui vous correspond. Très bien. Donc, en effet, ce sont les agents qui en parlent le mieux. Je vous laisse poursuivre.
Oui, merci Swazik. Alors, quand vous avez vu, vous avez une approche, la diversité des métiers, la possibilité de parcours diversifiés. Maintenant, comment faire pour intégrer cette fonction publique? Eh bien, il y a différentes voies d'accès possibles. Voilà. Alors, traditionnellement, beaucoup de gens le savent, on entre dans la fonction publique par concours externe, concours interne, etc. Donc, il y a des épreuves ou pas. Mais voilà, il y a cette question du concours. Effectivement, c'est la voie traditionnelle. Il y a encore beaucoup d'offres d'emploi qui passent par les concours. Mais il y a aussi beaucoup de voies d'accès hors concours qui sont moins connues, mais qui se développent de plus en plus. Le recrutement par CDD, par CDI devient très fréquent dans la fonction publique et c'est beaucoup moins connu. Donc, et cela gagne à être connu. Donc, il faut vraiment explorer. Il n'y a pas qu'une seule voie d'accès possible. Et justement, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Selon votre situation, il y a différentes voies d'accès possibles. Quelle que soit votre situation, vous pouvez toujours entrer par voie de concours ou par voie de contrat. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, CDD ou CDI. Mais après, selon votre situation, vous avez des voies d'accès un petit peu plus particulières. Si vous êtes jeune diplômé, par exemple, outre les voies d'accès que j'ai indiquées, vous pouvez préparer un concours par le biais d'une prépa talent qui offre une bourse. Si vous êtes jeune sans qualification, vous pouvez intégrer la fonction publique par la voie de l'apprentissage, par voie de contrat bien sûr, mais aussi par ce qu'on appelle un contrat pacte. Le pacte, c'est le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique qui vous permet d'accéder à un emploi de catégorie C sans passer de concours. C'est niveau BEP, CAP, brevet des collèges. Voilà, pour vous donner un exemple. Pour les personnes sans qualification, quel que soit l'âge, elles peuvent aussi accéder par l'emploi pacte, notamment les plus de 45 ans bénéficiaires de minima sociaux, et par voie de contrat. Et enfin, les personnes en situation de handicap bénéficient aussi de voies de recrutement privilégiées. Donc, par voie de contrat et donnant vocation à titularisation. C'est très important. C'est-à-dire que les personnes, elles rentrent par contrat et elles sont sûres, après, de pouvoir avoir un poste de titulaire dans la fonction publique. Donc, vous voyez, selon la situation, vous trouvez toujours une voie possible. Je vais passer la parole à Monsieur Rami qui va vous expliquer maintenant comment trouver l'information pour accéder à la fonction publique. Hop, merci Anne, oui, bonjour à tous. Alors Anne vous a donné beaucoup d'informations sur les métiers qui existent, les modalités d'accès à ces métiers. Alors moi, si j'avais un mot à vous partager, c'est choisir le service public. Choisir le service public.gouv.fr, donc c'est un site internet qui a été développé par le ministère de la fonction publique et qui vous permet d'accéder à une multitude d'informations. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez que les domaines sont larges. Vous aurez des informations sur ces sites-là, sur les concours, leurs dates, leurs modalités d'inscription. Vous aurez des informations sur les différents métiers, comme cela vous a été présenté. Également sur les employeurs. Vous retrouverez des fiches employeurs, des ministères ou autres collectivités territoriales ou employeurs hospitaliers. Alors, vous avez également une rubrique qui peut être très intéressante, c'est tout ce qui est offre d'apprentissage, de contrat d'apprentissage ou offre de stage. Il y a une rubrique dédiée à ce type de proposition de contrat ou de stage qui s'appelle PASS, place de l'apprentissage et des stages. Donc, vous avez accès à différentes informations sur ce sujet-là. Alors, peut-être pour passer plus rapidement et faire un petit focus sur les emplois qui sont proposés sur donc la plateforme Choisir le service public. Alors, vous allez retrouver sur cette plateforme-là les plusieurs centaines d'emplois que Anne a évoqués tout à l'heure. Et l'intérêt de cette plateforme-là, c'est que vous pouvez faire votre propre requête selon donc des filtres possibles sur la région dans laquelle vous cherchez un emploi, le niveau d'emploi que vous recherchez, mais également le domaine d'activité que vous recherchez. Et avec ce filtre-là, ces filtres-là, vous pourrez recevoir automatiquement sur votre adresse mail les offres d'emploi proposées par les employeurs des différentes fonctions publiques. Donc, on ne peut que vous engager à aller sur ce site, choisir le service public.gouv.fr, où vous pourrez donc disposer d'un maximum d'informations sur les emplois publics.
Alors, il n'y a pas que ce site-là. Bien évidemment, dans vos recherches, vous pouvez vous rapprocher donc de tout ce qui est événementiel organisé par des employeurs publics. Donc, c'est tout ce qui tourne autour des journées portes ouvertes, des forums, des salons à l'emploi public. Et bien évidemment, et avant de passer la parole à nos témoins, donc employeurs des autres fonctions publiques, il existe plusieurs sites qui offrent donc des emplois publics. Donc, je l'ai évoqué, choisir le service public.gouv.fr, mais également pour les emplois territoriaux, donc il y a un site dédié. Et sachez que les sites donc sont interfacés, donc ils se parlent. Un poste qui est publié sur l'un sera repris sur l'autre, dans choisir le service public. Il y a également les emplois dans la fonction publique hospitalière. Donc, je vous laisse découvrir donc les liens. Et bien évidemment, vous avez notre partenaire pour cette semaine transition professionnelle, WeCare, voilà, pour vous tenir informés. Et enfin, dernier petit focus peut-être. Sachez que il y a un forum de l'emploi public qui est organisé à Brest le 8 février prochain, le 8 février 2024, où vous retrouverez donc des employeurs publics des 3 fonctions publiques. Ce sont les centres de gestion qui organisent donc ce forum-là, auquel donc les services de l'État et les services hospitaliers ont été associés. Donc, on ne peut que vous inviter donc à être attentif lorsque la communication sera faite autour de ce forum qui a lieu à Brest en février prochain. D'accord. Bah, écoutez, merci à vous deux. Merci, Nicolas. En tout cas, c'est vrai que, là-dessus, vous nous avez donné des éléments de précision, voilà, sur la diversité des métiers. C'est vrai que, voilà, on a, connaissance souvent de métiers qui sont en lien avec nos usages, mais derrière, voilà, une complexité de métiers interviennent et c'est plutôt intéressant. Différentes modalités d'accès, c'est intéressant de le repréciser parce c'est vrai, on entend parler des concours, mais d'autres modalités existent et c'est plutôt pertinent de le repréciser. Et puis des outils dédiés. Donc je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir, voilà, que chaque participant intéressé puisse naviguer sur ces différentes interfaces et parallèlement, voilà, se tenir informé de l'événementiel qui se passe. C'est vrai que le forum sur Brest est un lieu de rencontre idéal, hein, voilà, pour pouvoir échanger avec des professionnels. Donc à présent, je vais me tourner vers les intervenants. Donc voilà, comme je le précisais, donc on va pouvoir avoir Monsieur De Vitas, Monsieur Potier, et nous terminerons par Madame Doison le Monnier. Donc on va pouvoir arrêter le partage et je vais m'adresser à Monsieur De Vitas, du CDG 35, donc voilà, qui va nous apporter son témoignage sur quelques questions. Alors, en amont de ces échanges, voilà, nous avions préparé quelques questions et je souhaitais tout d'abord vous questionner, voilà, sur voilà, votre activité, pardon. Donc, vous êtes responsable sur le service emploi du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous dire, voilà, nous en dire un peu plus sur votre métier, votre rôle et sur le service emploi en particulier? Donc, en fait, une question et 3 sous-questions en réalité. Merci. Donc, effectivement, je travaille au sein d'un établissement public départemental. C'est vrai que l'appellation complète est un petit peu fastidieuse. Donc, on dit CDG 35, mais vous avez aussi un CDG 22, un CDG 56, un CDG 29, et dans tous les départements de France et de métropolitaine et d'outre-mer, des centres de gestion. Donc, à quoi servent ces centres de gestion? En fait, ils sont là pour accompagner les collectivités dans leur gestion des ressources humaines. Et donc, on a au sein du siège, il faut différencier le siège, où on a des missions vraiment proprement RH, assez spécialisées. Moi, pour ma part, donc, je fais partie d'un service qui s'appelle le service mobilité emploi compétences. Et ma partie, c'est l'emploi, donc c'est la relation au quotidien avec les collectivités pour la diffusion des offres d'emploi sur le site emploi territorial. Donc, on a du coup un rôle un petit peu aussi de validation, un petit peu de conseil juridique par rapport à ça, et puis aussi d'observation de l'emploi à travers les offres qui sont publiées, évidemment, puisque derrière, c'est un outil statistique sur lequel on peut exploiter des données. Et puis, l'autre partie, pour ce qui est de mon
mon emploi du temps, c'est d'accompagner les collectivités qui en font la demande sur du recrutement. Donc, je fais du conseil en recrutement pour les collectivités. Donc, par ces deux biais-là, j'ai je peux dire un regard assez, je peux prétendre dire que j'ai un regard assez pointu sur l'emploi public local en Ille-et-Vilaine, ou tout au moins. Le CDG, donc, comme je dis, c'est un établissement qui accompagne les collectivités en matière de ressources humaines. Donc, plus globalement, donc, ce qui va intéresser principalement aujourd'hui peut-être les participants à ce webinaire, c'est que nous sommes en fait un grand service d'intérim pour les collectivités locales. Donc nous recrutons de ce fait-là beaucoup de personnes hein, que nous pouvons éventuellement former, mais que nous pouvons aussi recruter en direct en fonction de leur parcours, évidemment, par le biais de l'intérim. Donc c'est un moyen d'entrée dans la fonction publique par ce biais-là, par le biais de l'intérim du CDG 35, mais qui existe aussi dans le 22, dans le 29 et le 56. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si. Tout à fait. Donc, l'intérim, on peut parler d'une particularité en termes de formalité de recrutement au sein du CDG. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport aux modalités de recrutement du CDG? Alors, dans la fonction publique territoriale ou du Oui. CDG ouais, dans la fonction Oui. publique territoriale, donc ce qui nous caractérise, hein, c'est la fonction publique. Donc effectivement, il y a la voie du concours. Si on est sur des données un petit peu statistiques, aujourd'hui, sur les fonctionnaires territoriaux en Ille-et-Vilaine, ils sont à 80% fonctionnaires, 20% contractuels. Mais aujourd'hui, bon, le marché du recrutement est très très tendu et on est sur des recrutements, c'était signalé tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on est quasiment sur une égalité entre l'accès par concours statutaire, c'est-à-dire des fonctionnaires qui postulent, qui sont retenus, mais également par contrat. Donc il faut surtout, ce qu'on souhaite nous enlever de la tête un petit peu des gens, c'est que la fonction publique, c'est pas que le concours, quoi. Moi, s'en faut. Aujourd'hui, le concours, ça reste un mode de recrutement qui est finalement minoritaire si on considère tous les autres modes de recrutement possibles. D'accord. Donc ça, c'est Pas une information. se bloquer, premier message, vraiment pas se bloquer en disant fonction publique égale concours, j'ai pas de concours, je peux pas rentrer. Hein, c'est pas du Très bien. Donc, je crois que c'est une information importante, oui, à retenir. Donc, si un salarié, par exemple du secteur privé, souhaite travailler en collectivité territoriale, comment cela se passe-t-il concrètement? Eh bien, il peut tout à fait, en tant que, même venant du privé, hein, postuler donc sur les offres qui sont publiées donc sur Emploi Territorial et qui sont reprises sur le site Choisir le service public. Il peut postuler en direct, même s'il n'a pas le concours, hein, sous forme, pour être recruté sous forme de contrat. Hein. Alors là, ce qui est caractéristique, il y a quand même des volets réglementaires. On ne fait pas exactement ce qu'on veut. On ne peut pas, par exemple, directement proposer un CDI à quelqu'un qui arrive chez nous. On est obligé de passer par 2 périodes de CDD de 3 ans, et à l'issue de 6 ans de CDD, on peut passer en CDI. Et souvent, ce qui se passe, la moyenne d'âge d'ailleurs des contractuels est beaucoup plus faible que celle des fonctionnaires. Les parcours ressemblent un petit peu à ça. On rentre souvent par la voie contractuelle, et puis on régularise, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de contrainte forcément, d'obligation, mais souvent, les personnes vont passer derrière les concours, hein, pour assurer, s'ils le souhaitent, une pérennité, puis une stabilité de l'emploi. C'était un des termes qui est ressorti, hein, Tout à fait. la sécurité de l'emploi. Bon, tout le monde ne la recherche pas aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport à ça. C'est plus un argument essentiel pour nous. Hein. Nous, ce qu'on voit, entre guillemets, c'est du sens toujours. Et puis, un élément qui n'est pas ressorti du nuage de mots, là, c'est la proximité pour la fonction publique. Ce qui caractérise vraiment la fonction publique territoriale. Dans chaque petite commune, vous trouverez un emploi territorial parce qu'il y aura la mairie et un ou une secrétaire de mairie au moins pour assurer le fonctionnement administratif de cette commune. D'accord, très bien. Encore quelques questions. Donc, quels sont aujourd'hui concrètement les besoins de recrutement des employeurs publics territoriaux? Est-ce que vous pouvez, voilà, donner quelques exemples? Alors, des exemples. Alors, en termes de masse, hein, si vous allez sur Emploi Territorial aujourd'hui, vous verrez, pour le département d'Ille-et-Vilaine, j'ai regardé ce matin, il y a à peu près 350 offres en ligne, hein, dans tout type de métier. Alors, l'essentiel des missions, hein, qui sont proposées, c'est dans la filière technique et dans la filière administrative.
à tout niveau. Il y a la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, donc des missions d'exécution pour la C, d'encadrement intermédiaire et puis d'encadrement et d'expertise pour la catégorie A. Mais à tout niveau, dans les filières administratives et techniques, on a énormément d'offres. Énormément de besoins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très très tendu aujourd'hui sur le marché de l'emploi en Ille-et-Vilaine et en Bretagne également, donc beaucoup de besoins. Alors les métiers, je pourrais en citer plein, il y a 250 métiers chez nous, différents, donc énormément dans l'administratif, dans le technique, agent espace vert, responsable de bâtiment, responsable de services techniques. On a aussi pas mal de besoins dans le médico-social. Auxiliaire de puériculture, tout ce qui est crèche, vous voyez, et puis EHPAD aussi, tout ce qui est accompagnement de proximité pour les jeunes enfants, les personnes âgées, etc. Ce sont aussi des métiers qu'on trouve chez nous, pour lesquels il y a une forte tension et de gros besoins. D'accord, donc ce qui peut être intéressant, c'est de consulter les différents sites que vous avez cités pour mes responsables m'en voudraient de ne pas citer une plateforme qui a été créée donc, il y a à peu près 1 an maintenant, qui s'appelle den.bzh, den.bzh, den voulant dire la personne, l'être humain en breton. C'est le portail d'entrée un petit peu de l'emploi qui a été créé par les 4 CDG bretons, qui permet d'avoir une entrée selon votre situation, vous soyez en recherche d'emploi, vous soyez privé, vous soyez en reconversion professionnelle, différentes portes d'entrée qui vous permettent de vous connecter, d'avoir une réponse, des offres d'emploi, des offres de formation qui vous sont proposées à travers ce portail. D'accord, très bien. Bah, écoutez, moi personnellement, je l'ai noté. Donc juste une dernière question pour vous. Que peut-on faire une fois que l'on est recruté sur un emploi dans une collectivité territoriale? Le questionnement se porte sur quel type d'opportunités peuvent s'ouvrir? Pouvez-vous nous donner par exemple un exemple de parcours? Alors, à travers notamment, je l'ai dit rapidement en introduction, le service d'intérim, on a des variétés de candidats et de parcours une variété très grande, une grande variété de parcours, puisque souvent on a quand on va recruter, je l'ai dit rapidement, mais on a aussi des dispositifs de formation qui permettent de vous former au métier par exemple, de secrétaire de mairie, d'agent d'accueil en mairie, de gestionnaire ressources humaines, finances, etc. Et donc on a des parcours de reconversion qui sont très variés, très multiples, parfois très étonnants, et on n'a pas de limite d'âge non plus dans l'accueil. On parle de l'emploi des seniors, c'est quelque chose qui revient souvent. Aujourd'hui, on n'a pas de limite d'âge, aucun a priori sur les parcours. Et donc, on a des gens qui viennent d'environnements très, très différents, qui intègrent la fonction publique. J'ai en tête, donc, pour répondre à votre question plus précisément, quelqu'un qui était artisan coiffeur, qui est pour des raisons d'allergie aux produits, des choses qui m'échappent un petit peu chimiques, ne pouvait plus exercer, et puis a fait un bilan de compétences et il s'est avéré que pour lui c'était opportun de se tourner vers les métiers administratifs. Il a postulé chez nous à notre formation qui s'appelle Prémicole, préparation aux missions des collectivités. Il a intégré notre service d'intérim après la formation. Il a fait son parcours, il a fait un peu de l'intérim et puis il a trouvé un poste en collectivité sur un poste qui n'a rien à voir avec la coiffure, dans l'accueil en collectivité, et il a gravi les échelons, il est devenu secrétaire général de mairie, alors qu'il était parti en tant que coiffeur. Donc voilà un exemple de parcours, par exemple. Et après, il n'y a rien de figé chez nous, il y a des mobilités, des passerelles entre filières, et donc des possibilités de mobilité d'évoluer ensuite dans la fonction publique territoriale. D'accord, très bien. Bah, merci à vous en tout cas, Monsieur De Vitas, pour d'avoir joué le jeu, de répondre à ces questions. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Potier. Donc, pour rappel, vous êtes directeur des ressources humaines du centre hospitalier Guillaume Régnier. Donc aussi également quelques questions pour vous, Monsieur Potier. À commencer par la fonction publique hospitalière en Bretagne. Rappelons-le, c'est plus de 65 400 agents, soit 25% de la fonction publique affectée dans la région. Ce secteur recrute. Quels sont aujourd'hui les postes et emplois les plus recherchés dans les structures hospitalières et médico-sociales? Cette question en appelle une autre. Faut-il être un soignant pour travailler à l'hôpital? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces questions qui me permettent de décliner les emplois dans le milieu hospitalier. Bien évidemment, je ne représente pas que le centre hospitalier Guillaume Régnier, mais
la Fédération hospitalière de France, qu'on appelle la FHF, qui fait partie des sites de recrutement qui vous ont été exposés tout à l'heure. Donc, en termes de besoins de recrutement, oui, tous les hôpitaux recrutent, comme tous les employeurs publics. Nous avons un panel de métiers dans chaque hôpital qui est très conséquent. Naturellement, il y a les métiers qui viennent à l'esprit de tout un chacun, hein, quand il s'agit du milieu hospitalier, les fonctions médicales, mais également les emplois d'infirmiers, d'aides-soignants ou d'accompagnants éducatifs et sociaux, qui sont des métiers qui impliquent une formation, qui sont pour exercer à diplôme obligatoire. Mais par ailleurs, il est à signaler que tous les établissements ont à la fois des fonctions administratives, ressources humaines, financières, de tout niveau, avec des tâches d'exécution, mais aussi des fonctions d'encadrement et d'expertise. Mais aussi, peut-être que c'est méconnu, aussi des fonctions logistiques et techniques. Si je prends l'exemple du centre hospitalier Guillaume Régnier, nous avons des électriciens, des plombiers, des menuisiers, mais aussi des cuisiniers, puisque nous avons un service de restauration au bénéfice des professionnels, mais aussi des patients hospitalisés, mais aussi une blanchisserie avec des professionnels qui vont exercer sur le nettoyage du linge de l'établissement. Donc, le panel des métiers est extrêmement large. Nous avons toujours des entrées et sorties, hein, donc les besoins sont permanents, soit sur des postes pérennes, soit sur des renforts temporaires, soit pour compenser des situations d'absentéisme. C'est à peu près les 3 voies d'entrée. Et nous recrutons à la fois des professionnels titulaires de la fonction publique à la mutation de tout le territoire national, puisqu'aujourd'hui, la fonction publique, c'est aussi le territoire national. Mais en local aussi, on donne sa chance à des professionnels contractuels qui ne connaissent pas forcément le milieu hospitalier. Et on assure une démarche de formation à la prise de poste, de formation d'adaptation à l'emploi et sur l'ensemble des métiers que nous pouvons avoir. Dans ce cadre-là, on va plutôt être sur des recrutements contractuels avec la possibilité de recruter à la fois en CDD et en CDI selon les motifs d'affectation des professionnels. Donc voilà à peu près les besoins. Et les besoins, ils sont le reflet de la diversité des métiers hospitaliers. Je regardais tout à l'heure le nuage de mots, hein, participer au bien commun. Eh bien, clairement, pour toutes les fonctions publiques, mais notamment pour la fonction publique hospitalière que je représente aujourd'hui, on est vraiment dans ce cœur de métier, puisque de la fonction de DRH au médecin, à l'infirmier, mais aussi à l'électricien, c'est ce qui nous anime toutes et tous dans l'exercice de nos fonctions. D'accord, merci. Donc, deuxième question, vous nous avez parlé donc des besoins les plus prégnants aujourd'hui. Demain, est-ce que vous voyez émerger de nouveaux besoins? Est-ce qu'on peut parler de nouveaux métiers qui commencent à se développer? Oui, l'hôpital, comme toutes les fonctions publiques, est en évolution permanente. Donc, il y a des métiers qui émergent dans le domaine de la recherche, notamment la recherche clinique, qui sont des métiers intéressants. Il y a des nouveaux métiers aussi qui apparaissent avec les infirmiers en pratique avancée, qui sont des infirmiers qui acquièrent une spécialisation complémentaire qui leur permet d'exercer des actes singuliers. Et d'autres métiers, dans les métiers administratifs, l'intelligence artificielle commence à apparaître sur des projections de type dématérialisation, la simplification des démarches administratives sur ces éléments-là. Le développement durable est aussi une priorité des hôpitaux, avec des engagements très forts portés par le gouvernement que nous relayons, avec un certain nombre de correspondants, de fonctions tendant à décarboner l'activité hospitalière dans le droit fil des engagements internationaux portés par la France. Mais ce sont, encore une fois, ces métiers-là, ces axes-là qui aujourd'hui vont apparaître ou sont d'ores et déjà dans le spectre des futurs métiers et pour lesquels nous formons les professionnels que nous recrutons aussi. Nous recherchons des professionnels diplômés, mais on a aussi la capacité, pour ceux que cela intéresse, mais qui n'ont pas forcément eu le parcours de formation initiale, la possibilité d'intégrer un parcours de qualification interne. D'accord, très bien. Merci. Donc, il y a vraiment une grande diversité des métiers, des emplois possibles hein, au sein voilà, d'un hôpital, mais aussi de la fonction publique hospitalière au sens large. Concrètement, comment les établissements hospitaliers s'inscrivent dans les différentes voies d'accès à la fonction publique? On va avoir les dynamiques, la voie historique, hein, celle de la mutation des agents titulaires, mais aussi la possibilité de recruter des agents contractuels. On a aussi le recrutement par voie d'apprentissage dans ce cadre-là.
Sur la situation contractuelle, on va pouvoir recruter des CDD ou des CDI et la possibilité par la suite de passer des examens professionnels ou des concours qui permettent d'accéder à l'emploi titulaire. Tous ces éléments-là font l'objet de préparation interne. Aucun agent n'est envoyé au concours sans avoir une préparation interne lui permettant d'optimiser ses chances de réussite, et ça, c'est essentiel pour nous. Et sur ces parcours professionnels, on a aussi des professionnels qui font le choix de rester en CDI avec reprise d'ancienneté. Dans ce cadre-là, on a signé, tous les hôpitaux ont été invités à signer des protocoles d'accords locaux. Et nous, on a fait le choix, par exemple, sur le Guillaume Anet, de travailler sur la rémunération des agents contractuels. Donc, on a des niveaux de rémunération qui sont fondés, opposables, puisque c'est un accord collectif local. Et pour ces niveaux de rémunération, on accompagne et on définit des politiques de rémunération lisibles et opposables pour tous les candidats. D'accord. Donc il y a vraiment un accompagnement, voilà, par rapport au parcours et voilà, à l'antériorité des parcours des individus. Donc c'est plutôt pertinent et c'est intéressant, voilà, de voir une vraie politique RH aussi, se développer au sein des différents ministères. Merci à vous, je fais le tour de mes questions. Ne vous déconnectez pas puisque plusieurs questions apparaissent dans le fil de chat, donc ce qui me permet, voilà, d'inviter les participants à vraiment, pouvoir poser vos questions sur le volet conversation, puisque nous aurons un temps dédié, voilà, pour la remontée par la voix de Karine Duhaut sur les questions que vous auriez au cours de ces interventions. Donc, je vais m'adresser je vais m'adresser à présent à Madame Doison. Donc, vous êtes DRH, donc directrice des ressources humaines du SGAMI Ouest. Merci, voilà, de vous prêter au jeu des questions. Donc, Madame Doison, je vais commencer par cette première question. Donc, vous êtes directrice du SGAMI. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre structure? Pardon. Alors, le SGAMI fait partie du ministère de l'Intérieur et c'est une structure qui a vocation d'être un support au service d'autres services de l'État, comme la police nationale ou la gendarmerie. Nous intervenons dans de multiples domaines, que ce soit effectivement dans le bâtiment, la construction, la logistique, les ressources humaines. À ce titre, nous effectuons 23 700 payes par mois, pour donner une idée, hein, parce que le SGAMI Ouest couvre 4 régions, 20 départements. Nous avons aussi, pour donner une idée, 32, ce qu'on va appeler ateliers ou garages, parce que nous gérons tout ce qui est véhicule pour la police et certaines fois pour la gendarmerie aussi, donc répartis sur les 20 départements. Donc nous sommes une structure effectivement de soutien et d'organisation. En gros, résumé, voilà, au sein du ministère de l'Intérieur. D'accord, très bien. Donc oui, c'est une vraie découverte et donc derrière une multiplicité de métiers. Donc très bien. Oui. Pouvez-vous nous dire s'il y a des métiers qui recrutent actuellement? Alors, au sein des métiers chez nous, on est vraiment sur un panel très varié. C'est-à-dire que, par exemple, nous assurons, nous, SGAMI, le recrutement de cuisiniers pour les CRS, ce qui signifie que les cuisiniers partent en mission avec les CRS, avec des véhicules. En fait, ils sont affectés sur les missions des CRS, quel que soit le département en France. Et ils ont vocation, ces cuisiniers-là, à suivre les CRS. Donc, c'est un métier, cuisinier classique, mais spécifique, affecté en CRS. Nous avons aussi, effectivement, comme je l'évoquais, les notions de véhicules et donc de mise à disposition de véhicules, donc des véhicules de police, avec tout ce qui va avec, comme les éclairages, la carrosserie, la sellerie, donc tout ce qui est mécanique, entretien. Nous avons aussi, nous travaillons pour effectivement la police, donc nous avons aussi la notion d'armurerie. Nous avons des armuriers. Nous fournissons les gilets pare-balles, les casques, tout ce qui est effectivement armes, taser, tout ce qui va bien pour la défense de nos équipes en police.
Nous assurons aussi des missions de construction pour notamment la police, donc le ministère de l'Intérieur, que ce soit effectivement en construction, donc avec des architectes qui vont bâtir à la fois le projet, la recherche du projet, le montage financier et la construction de A à Z pour les hôtels de police, pour effectivement d'autres structures dont on a besoin au quotidien au ministère de l'Intérieur. Donc, les créations, les rénovations, les interventions aussi dans des domaines manuels classiques on va dire de rénovation. En termes de recrutement, là aussi, c'est un peu spécifique, mais nous avons aussi donc des médecins qui interviennent au profit de nos policiers notamment et du personnel du ministère de l'Intérieur. Et pour tout ça, nous avons aussi des juristes qui vont, eux, intervenir pour faire des marchés publics, de la protection fonctionnelle, tout un tas d'activités, on va dire, classiques, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Nous avons des gens qui font de la comptabilité, de la gestion budgétaire. Nous avons, comme dans tout ministère ou toute administration, des gens qui vont s'occuper de nos téléphones, des réseaux, parce que là aussi, tout l'aspect infrastructure réseau, on l'oublie, mais c'est important pour que le 17 puisse fonctionner, le 18 aussi. Et tout ça, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un métier passionnant et intéressant. Nous avons des archivistes, nous avons donc des architectes, des acousticiens, nous avons des gens qui organisent des concours pour pouvoir recruter tout un tas aussi de collaborateurs au sein de notre ministère. Voilà assez rapidement brossé le différent panel de métiers avec ou sans diplôme, avec ou sans concours, pour pouvoir effectivement intégrer le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, vos besoins, ils sont aussi à découvrir, hein, voilà, sur les sites internet. En tout cas, merci beaucoup parce que cette présentation imagée est très parlante. Et donc, voilà, moi, je sais que je découvre certaines choses, notamment des cuisiniers parmi les CRS. Je regarderai les convois de CRS différemment, hein, dès à présent. Donc, juste une petite question, et là, ça fait appel aussi à de la curiosité. Si je voulais travailler pour la police nationale, est-ce que c'est compliqué? Alors, je vais répondre à votre question. À la fois, être policier, c'est un métier donc, qui peut être ouvert à différentes personnes en fonction de leur niveau de diplôme ou pas. Donc, il y a effectivement un site spécifique qui est devenirpolicier.fr sur lequel les gens peuvent se connecter en fonction de leur situation pour pouvoir devenir policier. Mais il y a aussi la réserve opérationnelle, qui est un moyen pour des gens comme vous, comme moi, de devenir réserviste dans la police nationale et d'assurer un certain nombre de vacations au cours de l'année. Alors, c'est limité en fonction du profil que vous avez, mais on peut avoir des missions sur la voie publique, on a une formation, voilà. Et là aussi, c'est nous qui organisons SGAMI, l'ensemble de ces concours pour accéder ou de ces recrutements, parce que ce n'est pas toujours des concours, pour accéder effectivement à ces notions de réserviste. J'en profite, je fais ma publicité. On en recherche, on va dire, beaucoup pour l'année 2024, notamment dans le cadre des JO, où on va être particulièrement mobilisé. Je me permets de faire juste un petit point sur votre thématique qui est oser. Oui, il faut oser la fonction publique. On est venu me chercher pendant mes études pour intégrer l'administration et j'en avais une vision poussiéreuse, horrible,
et en fait, on peut s'épanouir. J'ai été directrice de piscine dans mon parcours. J'ai été dans la fonction publique territoriale, en centre de gestion. J'ai fait effectivement le choix pendant un temps d'être en service intérim parce que je ne connaissais pas bien, je ne savais pas trop sur quoi j'étais en capacité de me vendre par rapport aux métiers existants. Au ministère de l'Intérieur, on a les notions de vacation pour cela quand on veut essayer, comprendre, se montrer, découvrir des métiers. Et souvent, en fait, on est happé, capté, que ce soit par l'intérim ou que ce soit par les notions de vacation. Et on nous propose à ce moment-là soit de suivre un parcours pour passer un concours, soit au ministère de l'Intérieur où on a une particularité, où on peut nous proposer des CDI, des primo-CDI dès l'entrée. On peut aussi effectivement en faire au bout de 3 ans ou de manière anticipée sur les métiers en tension. Et il y en a un certain nombre dans certaines filières, que je pense par exemple aux mécaniciens ou à certaines zones sur lesquelles il est plus difficile de recruter. Donc il faut ne pas hésiter à pousser la porte, quelle que soit effectivement la fonction publique, que ce soit l'hospitalière, la territoriale ou effectivement l'État, pour venir poser des questions et se renseigner. La fonction publique a énormément évolué depuis, on va dire, 5-6 ans sur les modalités de recrutement. Il ne faut pas hésiter parce qu'il y a toujours un moyen de rentrer dans la fonction publique et surtout d'évoluer. Et c'est important, même si vous n'avez pas forcément le diplôme adéquat, il y a des moyens d'évoluer dans la fonction publique. Donc très bien. Bah, merci, en tout cas, le message est passé. Donc merci d'avoir cité le titre de l'événement. Donc on retrouve dans vos propos, voilà, oser et puis aussi évoluer. Et donc c'est aussi un aspect important, voilà, dans cette présentation sur les différentes fonctions publiques, justement, de pouvoir aussi être acteur des transitions professionnelles, puisqu'un individu, dans son parcours professionnel, va connaître plusieurs aventures professionnelles et les différentes administrations sont là pour le prouver. Donc nous arrivons au terme de cette conférence. Dernière partie qui n'est pas la moindre, c'est celle de pouvoir me tourner vers Karine Duhaut, donc qui est à l'interface technique et qui est cachée derrière les participants, pour pouvoir peut-être se faire le relais des questions qui seraient intervenues au cours de la présentation. Alors, parmi vous, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les formaliser au fur et à mesure. Donc, Karine sera là pour le relayer. Donc, voilà, on a jusqu'à 13h15 pour pouvoir justement échanger. Donc, j'invite les intervenants et les présentateurs de ne pas se déconnecter et puis peut-être voilà, renseigner les personnes sur les éventuelles questions qu'ils auraient. Donc peut-être, voilà, je vais me tourner vers Karine Duhaut pour qu'elle puisse peut-être voilà, nous relayer une des premières questions qui serait apparue sur le fil de conversation. Karine, puis-je t'inviter à prendre la parole? Pas de souci, Swazik. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remonte à la première question qui est de Suzanne qui demande quid des détachements du passage fonction publique d'État à la territoriale? Non. Alors, je vois Nicolas Ramy, peut-être. Le micro est désactivé. Hop, voilà. Oui, très bonne question. Mais je laisserai donc compléter évidemment le collègue du centre de gestion, puisque c'est pour passer de l'État à la territoriale. Donc vous avez bien compris qu'effectivement, il y a 3 fonctions publiques. État, collectivité territoriale et hospitalier. Donc il existe bien des passerelles entre ces fonctions publiques. Il existe également différentes positions pour passer d'une fonction publique à l'autre. Le détachement en est une. Alors normalement, le détachement, plus concrètement, c'est une demande qu'il faut que vous fassiez auprès, donc, 1, de votre employeur actuel, 2, auprès du poste, donc de l'employeur que vous visez. Voilà. Donc, il y a une procédure qui est cadrée d'un point de vue administratif. D'ailleurs, vous retrouverez le détail de cette procédure-là via le site Choisir le service public, puisque c'est une question récurrente qui est évoquée. Et donc, il y a toute une procédure qui est décrite et qui explique aux agents qui souhaitent procéder à un détachement
comment on procède dans les détachements. Je précise même qu'il y a des lettres types pour accompagner les agents dans leur démarche sur le site. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc voilà, alors après, plus précisément, il faut évidemment, mais comme d'habitude en termes de ressources humaines, se pencher sur la situation du demandeur. Et je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que là, ça deviendrait un peu compliqué, mais ça dépend également de quel corps aujourd'hui, dans quel corps aujourd'hui vous êtes affecté, quel poste vous visez, donc quel corps vous visez, parce que les détachements doivent se faire à corps équivalent, etc., etc. Voilà. Donc, à tout le moins, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est possible, oui, ça existe. Voilà, je laisse peut-être François compléter. Oui. Oui, alors effectivement, c'est la contrainte, c'est que c'est l'équivalence. Chez nous, on parle de cadre d'emploi, donc entre un cadre d'emploi, enfin un corps, si ça vient de l'État, pour venir sur un cadre d'emploi de la territoriale. Cette contrainte qui fait pour faire très très simple, on ne peut être détaché que si on est vers un poste de A, que si on est A, de B à B, de C à C, en gros. Donc, mais c'est un moyen, faut se dire que c'est un moyen pour un fonctionnaire du coup, de pouvoir postuler, au même titre qu'un fonctionnaire, par exemple, de la territoriale, un fonctionnaire de l'État peut postuler sur un poste dans la territoriale, s'il est de catégorie B, sur un poste de catégorie B dans la territoriale. Il est tout à fait légitime, entre guillemets, à postuler et pour être recruté par la voie du détachement. Et donc, ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu, de la FPT jusqu'à de la FPE, et ça inclut également la fonction publique hospitalière. Donc, c'est un mode de recrutement qui est encore un petit peu... sur les chiffres, je ne sais pas si vous avez donné des statistiques, mais c'est encore un petit peu assez réduit quand même comme mode de recrutement, mais il existe, il est réel. D'accord, très bien. Merci en tout cas à vous trois d'y avoir répondu. Karine, une autre question? Ouais, je ne sais pas si Suzanne, si c'est Suzanne qui a fait un petit pouce pour dire que J'ai pas pu c'est OK voir le pour nom, elle. mais j'ai vu le pouce. Voilà, donc Voilà. Suzanne, si la réponse est incomplète, n'hésitez pas, voilà, à refaire un commentaire. Karine, peut-être pourrais-tu activer ta caméra, comme ça je vais pouvoir te voir et te laisser la parole plus facilement. Je te laisse sur la suite. Alors, lorsqu'on vient du privé, est-ce que nos années d'expérience sont prises en compte au niveau du salaire? Ah, question très pertinente. Je ne sais pas qui. Moi, je vais répondre. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Monsieur Potier? Oui, dans les conditions statutaires, quand pour simplifier. Chaque employeur a défini, quand il s'agit de la rémunération des contractuels, c'est une négociation entre l'employeur et le salarié. Si on prend l'exemple du centre hospitalier Guillaume Régnier, on a signé dans un accord collectif majoritaire les modalités de reprise d'ancienneté de tous les professionnels, avec une limite qui est celle de ne pas proposer aux agents contractuels une rémunération supplémentaire à celle des agents titulaires pour conserver l'attractivité de l'emploi titulaire. Par contre, on a défini des règles de reprise d'ancienneté pour les agents contractuels, notamment en CDI, qui tiennent compte des années dans le privé. Par contre, voilà, il faut le dire, pas non plus, entre guillemets, vendre du rêve, je pense que ça serait maladroit. Les modalités de reprise d'ancienneté quand on a travaillé dans le secteur privé, quand on devient titulaire de la fonction publique, ces modalités de reprise d'ancienneté sont définies dans le statut et parfois sont source de déception pour les professionnels. Ça, je pense qu'il faut le dire. C'est un écueil des statuts. Mais voilà, ça, c'est une bataille nationale puisque le sujet relève des décrets et des modalités de reclassement des corps lorsqu'ils sont créés. D'accord, très bien, merci. D'autres personnes veulent compléter? C'est vrai que le recrutement par contrat permet évidemment, on va, en fonction du candidat, on permet une souplesse, une relative souplesse, ça dépend des employeurs, mais dans la négociation salariale, puisque évidemment un recrutement statutaire de fonctionnaires. Et on tiendra compte dans la proposition qui sera faite, évidemment entre un débutant et puis quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, on entendra qu'évidemment il faut tenir compte de cette expérience pour procéder à la rémunération. Mais encore une fois, il faut être réaliste aussi, c'est pas. Oui. Merci en tout cas de pouvoir avoir une réponse claire par rapport à ces questionnements. Karine, je te laisse poursuivre. Les questions n'arrêtent pas d'arriver. Le micro est coupé, Karine.
Excusez-moi, je ne voulais pas que vous entendiez mon chien, en fait. Démarche à suivre d'un fonctionnaire d'État catégorie C pour devenir assistante médico-sociale en CDI. Donc, qui précise sans formation dans le domaine hospitalier pour le moment. L'idée sur ces démarches-là étant, vous pouvez être recruté par la voie du détachement si vous voulez vous exercer dans une autre fonction publique que celle que la fonction publique hospitalière. Il faut savoir qu'on peut même muter des professionnels en CDI statutairement. C'est parfois méconnu en disant on peut muter que quand on est titulaire, on peut muter quand on est en CDI. Donc, il faudrait définir des modalités de passage en CDI et ensuite d'avoir une démarche de promotion professionnelle. Par exemple, alors moi, je ne connais pas assistante médico-sociale, je connais assistante médico-administrative. C'est le grade que je connais. Alors, je n'ai pas une connaissance exhaustive, hein, mais par exemple, ça, c'est passage par un concours avec une épreuve orale, préparation. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors je prends l'exemple de là où j'exerce, hein, mais tous les ans, on a 2 ou 3 places ouvertes au concours pour devenir assistante médico-administrative, ce qui correspond à un passage de catégorie C à catégorie B, donc une augmentation de salaire à la clé. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Potier. Karine, Donc, je te laisse poursuivre. Du coup. oui, je les lis en même temps. Donc, bonjour, pourriez-vous repréciser les contrats en CDD 2 fois 3 ans? Cela concerne la titularisation, pour l'interrogation. Les CDI sont-ils accessibles sans concours? Uniquement les emplois de catégorie C? Alors, pour la territoriale, j'imagine que c'est la même chose plus ou moins dans les autres fonctions publiques. Ce que j'expliquais rapidement, effectivement, c'est qu'on ne peut pas être recruté par la voie du contrat directement en CDI chez nous, sur un poste potentiellement de fonctionnaire, mais de contractuel également. On doit passer forcément par une période de CDD. Alors, je disais 2 fois 3, mais ça peut être 3 fois 2. Hein. Et à l'issue des 6 ans, il y a une obligation, par contre, pour l'employeur de vous proposer un CDI. Donc, on ne peut pas être recruté directement en CDI. Et le CDI ne veut pas dire qu'on est titulaire. Hein, c'est autre chose. C'est un statut contractuel qui n'est pas un statut de fonctionnaire. Hein, mais effectivement, il n'y a pas cette épée de Damoclès avec une fin de contrat déterminée. Et comme le disait le collègue de Guillaume Régnier, donc maintenant, il y a un système aussi de portabilité du CDI. Donc, on peut passer Par contre, si on est en CDI dans une collectivité, être recruté par CDI directement dans une autre collectivité, mais il faut avoir de toute façon à un moment donné faire 6 ans de CDD. Je ne sais pas si c'est clair, mais Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est très clair. Alors, petite précision pour l'État, au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le cas. On peut faire des CDD effectivement en première intention, mais on peut aussi faire des CDI, ce qu'on appelle les primo-CDI, dès l'entrée en fait au sein du ministère de l'Intérieur. C'est une particularité que nous avons, et nous avons aussi la possibilité, nous, de convertir un CDD en CDI, soit au bout du premier CDD de 3 ans, soit au bout du deuxième, soit en cours de CDD. Donc, on a une marge de manœuvre effectivement plus grande qu'en territorial. Mais une fois que le CDI est acquis, je rejoins effectivement mes collègues. La portabilité du CDI existe, y compris inter-fonction publique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je confirme, pardon, mais dans le milieu hospitalier, que le recrutement en CDI s'effectue aussi. Hein. Dans ce cadre-là, sans forcément avoir une période de CDD au préalable. C'est des démarches qui sont mises en œuvre assez largement aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci à vous deux. Merci. Donc, Grégoire qui pose une question. Lorsqu'on a une carrière dans le privé en tant que cadre commercial, peut-on rentrer dans la fonction publique avec des missions similaires? Si oui, quelles sont les passerelles les plus adaptées? Pour tourner, pour prendre la parole. Cadre commercial, alors effectivement, comme ça, a priori, dans la fonction publique, donc ça paraît assez éloigné. Après,
il faudrait savoir cadre commercial dans quel domaine. Parce que cadre commercial en tant que tel, ça dépend quel était donc le domaine d'activité, d'une part, que d'autre part, un cadre commercial, je présume qu'il a développé des compétences en négociation, par exemple, en relationnel, autre exemple, et donc toutes ces compétences qui ont été développées dans un premier métier, donc en lien avec le secteur commercial, peuvent tout à fait être valorisées dans le secteur public. Voilà, alors après, il faut effectivement là se renseigner sur les emplois qui sont proposés et de bien analyser notamment les compétences recherchées. Mais pour moi, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait une frontière infranchissable, très clairement. Hein. Voilà, c'est vrai qu'a priori, la fonction publique ne fait pas de commerce. Mais quelqu'un qui fait du commerce développe des compétences qui peuvent être utiles pour le public. Voilà, moi, je vois plutôt comme ça l'approche. Et à ce stade de la réflexion, il est peut-être utile de se rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle ou d'un organisme qui pourra vous aider justement à identifier ces compétences qui sont valorisables dans d'autres métiers proches, même s'ils ne sont pas identiques, des métiers proches. Donc, il y a quand même beaucoup de métiers où on demande de l'entre-gens, on demande du contact, on demande d'aller au contact du public et de promouvoir des dispositifs publics et qui nécessitent des compétences certainement réutilisables dans votre métier actuel. Mais donc, peut-être intéressant de se faire accompagner sur le sujet. D'accord. Merci à vous deux. Donc voilà. Peut-être, on poursuit. Céline demande si c'est possible de faire des immersions métiers pour voir concrètement les différents métiers. Ah. Alors, est-il possible de faire des immersions dans vos différents ministères? Alors peut-être, moi, juste pour poser le cadre général, je laisserai les employeurs locaux. Hein. Effectivement, il y a eu donc tout un dispositif qui a été développé depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc un dispositif réglementaire qui justement vise à faciliter les périodes d'immersion. Hein. Il y a un cadre réglementaire qui n'existait pas forcément avant, qui a été posé, qui permet à des agents de faire des périodes d'immersion de 2 à 10 jours. Je ne rentre pas dans le détail, avec une convention signée tripartite entre le service d'accueil, le service d'origine et la personne concernée. Donc oui, ça existe. Et je pense que oui, ça va être amené à se développer parce que c'est certainement une bonne approche et pour les personnes et pour les employeurs. Je précise simplement, alors ça dépend de la situation, mais effectivement pour les demandeurs d'emploi, il y a un dispositif, ça s'appelle une période de mise en situation en milieu professionnel, qui peut être, et de nombreuses collectivités, principalement des communes, des mairies, accueillent des personnes, alors des demandeurs d'emploi, qui peuvent faire cette période qui peut durer 1 semaine, 2 semaines. Et souvent, c'est nous un prérequis qui nous intéresse beaucoup pour intégrer derrière nos dispositifs de formation, que la personne est quand même, si elle était très éloignée de la fonction publique, qu'elle ait pu un petit peu découvrir l'environnement territorial à travers 1 semaine à l'accueil d'une mairie ou sur différentes missions. Mais les mairies, dans la mesure de leurs possibilités, accueillent régulièrement des personnes qui font ce type d'immersion. Pour les demandeurs d'emploi. Pour les demandeurs d'emploi et petite parenthèse, pour les salariés aussi, puisque le conseil en évolution professionnelle peut être garant d'une signature d'une période d'immersion, d'une PMSMP, d'une période, comme vous l'avez dit, monsieur De Vitas, à juste titre. Je te laisse poursuivre. Donc, nous avons Audrey qui est consultante en bilan de compétences, qui souhaiterait savoir vers quel site elle peut orienter ses bénéficiaires à Brest. Et donc, notamment qui serait intéressée évidemment par la fonction publique. Est-ce qu'il y a un guichet unique pour un premier niveau de prise d'infos? Merci. Pour ce qui nous concerne, nous, je prends la parole, c'est le site den.bzh au niveau régional. Donc l'avantage, c'est que c'est régional, c'est un portail et puis qui s'adresse un petit peu à tous les types de profils, c'est ce que j'ai précisé, que ce soit demandeur d'emploi, que ce soit fonctionnaire en recherche de mutation, personnes du privé en recherche en période de reconversion professionnelle. Donc le site den.bzh, c'est une porte d'entrée
intéressante pour ces personnes-là, à mon avis. Monsieur Army. Alors, le micro s'est coupé. J'ai recoupé, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Oui, peut-être pour le forum, donc plus précisément pour le forum régional à Brest. Alors, il y aura différents employeurs publics. Les 3 fonctions publiques seront présentes avec des stands, des tables rondes, des job dating. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, je fais un peu de teasing. Et des conseillers qui seront là aussi pour conseiller les gens. Voilà. Alors après, je ne sais pas si la question sur le guichet unique, c'était est-ce qu'il y aura un guichet unique au forum régional à Brest? Si c'est ça, la réponse est non, puisque chaque employeur public aura un guichet. Ou si la question c'était est-ce qu'il y a un guichet unique vers lequel orienter des personnes qui souhaiteraient rejoindre là où les fonctions publiques, là la réponse est en partie oui. C'est un petit peu ce qu'on vous a présenté depuis le début là, de nos présentations sur choisir le service public, qui va vous orienter assez facilement vers d'autres sites qui proposent de l'emploi public. D'accord. Très bien, merci. Sachant que choisir le service public, comme vous avez expliqué Nicolas tout à l'heure, vous pouvez cibler Bretagne, vous pouvez même cibler le département. Donc, vous avez vraiment une visibilité du bassin d'emploi, de toutes les opportunités sur le département du Finistère, par exemple. Donc, voilà, merci vous. La personne vous remercie. Karine, je te laisse poursuivre. Ça continue, Nous avons Grégoire qui reprécise le cadre commercial, n'est-ce pas, qu'il est spécialisé dans le domaine de la rénovation. Donc, après, je pense que la réponse était vraiment de repérer déjà les compétences transversales qui pourraient servir ensuite dans différents métiers de la fonction publique. Manon, concernant les CDD de 6 ans dans la fonction publique territoriale, est-ce la même procédure avec un concours en poche? La première phase CDD est-elle obligatoire? Alors non, évidemment, le CDD, c'est à défaut de concours et de recrutement statutaire. Donc, si on a un concours, on est recruté directement. Il y a une période de stage d'1 an qui a vocation à donner lieu à titularisation derrière. Donc, il n'y a pas de notion, on ne peut pas être en CDD et lauréat d'un concours, enfin, tant qu'on n'est pas nommé. Si on est nommé, c'est par concours. Donc, si on a le concours, il n'y a pas de souci et ce n'est pas un CDD. Donc, c'est automatique. D'accord, merci beaucoup. Donc, autre question de Céline. Quelle est la différence entre quelqu'un en CDI et quelqu'un qui est titulaire de la fonction des concours? Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une différence de traitement? Alors, par rapport au titulaire, le titulaire, il va dérouler une carrière, c'est un terme un petit peu technique, mais il va avancer automatiquement en échelon, il va acquérir des échelons supplémentaires et donc de la rémunération supplémentaire avec l'ancienneté, alors qu'avec un CDI, ce n'est pas automatique, c'est plus une négociation. Il n'y a pas forcément ce principe automatique d'évolution de carrière qu'aura un fonctionnaire. On est plus dans la négociation des termes. Chez nous, dans la territoriale, il est prévu qu'au moins une fois tous les 3 ans, il y ait une discussion sur l'évolution de la rémunération. Alors que en tant que fonctionnaire, ça se fait de manière automatique, pas forcément très rapide, ça dépend un petit peu des catégories, des cadres d'emploi, mais il y a ce principe quand même d'avancement d'échelon qui fait que la carrière évolue, ce qui n'est pas le cas forcément pour un CDI. Très bien. Donc, Anne-Laure qui posait une question pour les immersions pour des personnes qui viennent du privé, mais a priori, on a répondu tout à l'heure aussi que c'était possible. Alors, Suzanne, qui consulte souvent les offres d'emploi, mais c'est parfois difficile de comprendre le métier proposé. Y a-t-il des conseils d'orientation pour fonctionnaires ou avoir un réel accompagnement pour évoluer dans la fonction publique? Moi, je veux bien essayer une réponse parce qu'on a tous un peu notre jargon dans les différentes fonctions publiques. Je pense qu'il ne faut pas le cacher non plus. On a à s'améliorer sur ça. Moi, je m'inscris dans le droit fil. Tout à l'heure, une représentante, Mme la directrice Osgami, a pu intervenir. Il y a un terme de ce webinaire qui est celui d'oser. Oser, c'est aussi pousser la porte, aller à la rencontre, prendre des contacts.
Il n'y a pas d'annonce sans référence téléphonique, sans premier échange. Et et je le dis parce que j'ai vécu ça là où j'exerce, parfois un peu entre un projet initial et confronté à à la réalité, confronté aux opportunités. On a tous une richesse d'emploi dans les 3 fonctions publiques assez extraordinaire et qui aujourd'hui est méconnue. Et c'est bien le plus grand mal qu'on peut avoir dans l'attractivité du service public. Encore une fois, je reprends mon exemple. Je pense qu'on voit bien le métier infirmier à l'hôpital ou le métier de psychiatre avec Guillaume Régnier, mais on voit moins celui d'électricien ou d'agent de restauration qui concourent à des degrés divers, mais à la prise en charge des patients. Et donc, il y a bien plusieurs opportunités. Et je pense qu'il faut essayer. Il faut passer la porte, essayer, aller à la rencontre des recruteurs dans les salons, mais aussi dans des entretiens de recrutement, pour à un moment laisser la place à l'échange. D'accord, très bien, merci. Alors nous arrivons au terme de la visio. Il nous reste encore quelques questions, Karine? Une question qui est plutôt d'actualité. En venant du privé, comment est calculée la retraite en rejoignant la fonction publique? Merci d'avance. Ah, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Alors moi, très courageusement, je vais laisser les employeurs locaux répondre à cette question qui est très compliquée. Non, D'accord. sérieusement, c'est hyper compliqué à répondre hein, comme ça, Oui. parce que c'est le cumul de 2 régimes. Enfin voilà, donc honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire pour avoir des idées sur le sujet, c'est le site Service Public, Service-Public, qui est une mine d'informations, y compris sur ces sujets de rémunération et de préparation à la retraite. Et puis de se rapprocher aussi de son service RH, qui normalement est compétent pour donner les premiers éléments d'information. Parce que là, honnêtement, de vouloir répondre, comme c'est des sujets qui sont très individualisés, les sujets retraite, on risque de taper à côté, de donner de mauvaises informations. En tout cas, moi, à mon niveau, je préfère éviter. D'accord. Alors peut-être, voilà, au niveau des directions des ressources humaines, Monsieur Potier? Non, j'allais dire que je m'inscrivais en vrai avec cette réponse. D'accord, oui, très bien. Non, honnêtement, sans faire de langue de bois, ce sont des sujets individuels et pour lesquels il y aurait un webinaire, à mon avis, d'une bonne journée à passer avec chacun des professionnels. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de... On peut cumuler différentes carrières et aujourd'hui, je pense que c'est l'essentiel du message, qui a des avantages et des inconvénients aux différents régimes, parce qu'il y a souvent de fois plus de régimes, mais qu'encore une fois, c'est très individualisé et il est compliqué de faire une réponse généraliste par rapport à ça. Non, mais peut-être, comme vous le disiez à juste titre, d'oser l'ouverture de porte et peut-être voilà, questionner par rapport à sa situation individuelle. Donc très bien, voilà, je vois qu'il est 13h15, passé de quelques minutes. Nous arrivons au terme de cette conférence. Donc je voulais vraiment vous remercier, les 5 intervenants, d'être intervenus et puis d'avoir vraiment joué le jeu, voilà, de vos témoignages, de présenter aussi vos métiers et vos structures. Merci aussi aux collègues internes qui sont à la manœuvre technique, notamment Karine et Emmanuel qu'on ne voit toujours pas, mais qui est aux côtés voilà, de Monsieur Ramy et Madame Maillot. Juste avant de clore cette visioconférence, donc sur le volet conversation, je vous inviterai à renseigner un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé par Karine. Merci de prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. L'intérêt, c'est d'avant tout de pouvoir recueillir voilà, vos questionnements, vos interrogations ou même vos suggestions, puisque cet événement a lieu au regard des besoins et des attentes des publics. Donc, n'hésitez pas à formaliser, voilà, si vous avez des interrogations ou des suggestions sur le format et le contenu de cet atelier. Dernière chose aussi, donc comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur la semaine régionale Oser, changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne et tous les départements bretons se font écho d'événements au plus près des territoires. Et donc pour le 35, si vous souhaitez consulter la programmation, vous pouvez retrouver celle-ci sur le site de l'Exploratoire. À noter que d'ici quelques semaines, vous pourrez retrouver
le replay de cette conférence. Pour le 22, il s'agit de la Cité des métiers des Côtes d'Armor. Pour le 29, il s'agit de l'espace métier des Capucins. Et pour le 56, je vous invite à consulter le site de Vannes Agglomération. Nous arrivons donc à la fin. Moi, je souhaitais également vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire que j'ai pu animer avec plaisir, qui n'est pas mon métier de base, hein, d'être animatrice, mais en tout du moins, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, notamment par la présence des animateurs. Donc, merci à vous et puis à très bientôt pour pouvoir continuer sur la semaine des transitions professionnelles en Bretagne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Et donc, nous allons pouvoir couper l'enregistrement.